Alors que le confinement dû à la Covid-19 oblige les usines et les concessions du groupe PSA à fermer, les stocks de véhicules s'accumulent et les délais de livraison s'allongent. Pour continuer à satisfaire les commandes clients et réduire le coût d'un stock devenu trop lourd, une IA fait matcher véhicules disponibles dans les concessions du groupe à travers l'Europe et commandes en attente. Voilà, une application au service de la gestion des stocks directement née de la crise sanitaire. On en parle avec Olivier Ursel, le CDO du groupe PSA, porteur du projet. Bonjour, merci d'être avec nous, Olivier Ursel. Est-ce qu'Olivier Ursel est là ? Pas pour l'instant. À mes côtés, en tout cas, on l'a vu, Jean-Rémy Gratadour, directeur exécutif du Centre Digital HEC, membre du jury, qui va donc nous apporter son éclairage, son regard sur cette innovation. Nous sommes maintenant avec Olivier Ursel. Merci d'être avec nous ce matin. On va peut-être commencer par la mise en œuvre de ce projet, car elle est assez incroyable. Elle s'est faite dans un temps record. Oui, tout à fait. La mise en œuvre s'est effectivement faite dans un temps record. Comme on l'évoquait, on a vraiment choisi un projet qui a répondu chez nous à une situation de crise. Et par définition, cette situation de crise, il fallait y apporter une réponse extrêmement rapide. Et je dirais que c'était même une des clés de succès essentielles de notre projet, qu'on soit en mesure véritablement de délivrer de la valeur très rapidement. Donc concrètement, on a apporté une solution qui était évidemment pas parfaite, mais qui répondait d'ores et déjà à une question essentielle en moins de 10 jours, en travaillant en très étroite collaboration avec le métier, parce qu'il était essentiel que cette version, le métier puisse se l'approprier très rapidement et qu'elle lui rende un service immédiat au service du client, au service de l'entreprise. Et donc le délai initial, effectivement, de la première livraison qui a été effectuée, et vis-à-vis de laquelle on a formé ensuite l'ensemble des collaborateurs sur le terrain, dans l'ensemble des filiales, s'est fait en moins de 10 jours. Assez impressionnant. Jean-Rémy Gratadour, on a là la démonstration d'une très grande agilité de l'entreprise. Oui, puis alors en moins de 10 jours, c'est particulièrement spectaculaire. Oui. Et alors la question que je me posais, c'est en moins de 10 jours, est-ce qu'on a vraiment le temps d'apprécier la portée des différents problèmes et comment on fait quand on rencontre une difficulté? Olivier Ursel. Le premier point, déjà, je dirais, c'est vraiment de se concentrer sur un sujet simple. Il y a un écho, je ne sais pas si uniquement chez moi ou... On vous entend très bien en tout cas. Très bien, parfait. Il faut déjà se concentrer sur un sujet simple. Et peut-être je vais déjà essayer de rappeler le sujet pour qu'il soit parfaitement clair pour tout le monde. Le projet auquel on a répondu, il répondait à une problématique à la fois client-entreprise qui était extrêmement simple et qui était très brutale pour nous, qui était que dans le contexte Covid, les concessions sont restées ouvertes, étaient en capacité de livrer les véhicules, mais en revanche étaient dans la pratique plus réellement capables de les vendre, puisque les clients ne pouvaient plus venir pour les essayer. Concrètement, la demande s'est brutalement effondrée. Quand la demande s'effondre brutalement dans un groupe comme le nôtre, et puis immédiatement il y a des répercussions sur la supply, c'est-à-dire que concrètement on ne peut pas continuer à produire des véhicules alors même qu'ils ne sont pas vendus. Donc on a également arrêté l'ensemble des chaînes de production. Et on s'est retrouvé dans une situation extrêmement paradoxale dans laquelle on avait d'un côté environ 200 000 clients qui étaient en attente de la livraison d'un véhicule, et qu'on était en totale incapacité de satisfaire, puisque concrètement les véhicules n'étaient plus produits, et dans le même temps, on avait 200 000 véhicules de stock sur le terrain, partout en Europe, qui étaient susceptibles de satisfaire, en tout cas en partie, ces commandes. Le problème peut avoir l'air simple comme ça, en pratique il est très compliqué, parce que le stock il est réparti sur l'ensemble du territoire, il est réparti dans l'ensemble des pays, et puis il est aussi et surtout réparti au sein des groupements de concessionnaires qui sont des concessionnaires indépendants, et donc son stock concrètement c'est pas le nôtre, on le maîtrise pas. Et donc toute l'idée qui était une idée extrêmement simple, et qui était la demande du patron de l'Europe lorsqu'il nous a contactés, était de dire est-ce qu'on peut trouver un moyen très simple, très direct sur le terrain, de mettre en relation, de créer quelque part des mariages entre ces clients qui sont des clients en attente et qui aujourd'hui n'ont pas de voiture, et en face, l'ensemble de ces 200 000 voitures qui sont susceptibles de satisfaire une commande client. Donc il y avait un enjeu à la fois pour le client, il y avait un enjeu pour les concessions qui étaient demandeuses également de pouvoir à la fois satisfaire leurs clients et puis également exploiter leur stock. Et puis il y avait aussi un enjeu évidemment très important pour le groupe PSA en termes de cash, avec une très forte tension sur le cash à cette époque-là. Donc on avait cette question, et le premier point c'était déjà de transformer la question supply assez générique. Très vite, l'équipe data s'est dit, il y a quelque chose à faire dans le domaine de la supply, on doit forcément pouvoir aider dans le contexte du Covid, et on n'avait pas complètement la clé de la question. On a commencé vraiment à avancer quand on a réussi à trouver cette question très simple, très claire, très terrain, pouvait se résumer à, on a 200 000 clients, on a 200 000 voitures,
comment on peut, sur le terrain, apporter un outil qui, en un clic, va permettre de réaliser de manière très simple vis-à-vis des collaborateurs sur le terrain ces mariages. De la façon, dans un premier temps, la plus simple possible, et puis ensuite, évidemment, en itère, c'est-à-dire que partant de ce scénario très simple, on arrive ensuite à des possibilités de mariage, là encore une fois, mais qui peuvent être beaucoup plus fins, ce qu'on a appelé par la suite des fusy matchs, c'est-à-dire des matchs qui sont à une option près, à une couleur près, et qui nécessitent évidemment la mise en œuvre d'algorithmes toujours plus compliqués. Justement, pour mettre en place cette application, il a fallu, j'imagine, croiser des données très complexes, peut-être aussi convaincre les concessionnaires d'accepter cette démarche. Comment avez-vous surmonté tous ces obstacles? Alors, s'agissant de la conviction des concessionnaires sur le terrain, en toute franchise, je dois dire que c'était plutôt le rôle évidemment des opérationnels sur le terrain avec lesquels on collabore. Ce qui était très important pour nous, c'est qu'on ait une très grande qualité de relation déjà construite en amont entre les équipes data et le terrain. Je dirais que quand on est dans une situation d'urgence comme celle-là, et c'est un petit peu un juge de paix à la fois sur les données dont vous disposez, sur la qualité de la relation que vous avez réussi à construire, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à livrer en 10 jours, si la relation terrain elle n'est pas déjà existante, si les contacts ne sont pas déjà faits, si la confiance n'est pas déjà là, eh bien évidemment c'est trop tard. C'est pas à ce moment-là que vous allez convaincre vos interlocuteurs que vous pourriez peut-être leur servir à quelque chose. Donc la clé du succès, c'est tout le travail en amont, ou tout le travail, ou en tout cas toute la relation existante qui fait globalement qu'il y a une confiance et qu'il y a une vraie traction entre le métier et les équipes digitales qui s'est installée. Donc c'est ce travail de préparation qui est essentiel. Et puis sur la donnée, c'est un peu la même chose. On a évidemment beaucoup envie de parler d'algorithmes, d'intelligence artificielle, parce que c'est passionnant, parce que c'est ça qui nous passionne. Mais la réalité, c'est que ce qui fait la clé du succès sur un projet comme celui-là, c'est tout le travail qui a été fait en amont. C'est le travail de fourmi, le travail patient qui vous a conduit à disposer de l'ensemble des données qui sont nécessaires, à les comprendre, à ce qu'elles se parlent, à ce qu'elles soient de qualité, dans un environnement qui n'est pas forcément simple, puisque comme je le disais, en ce qui nous concerne, les stocks en réalité, ils nous appartiennent pas. Donc c'est une donnée à laquelle on n'accède pas facilement, une donnée qui est extrêmement hétérogène, et donc d'avoir constitué ce socle de relations, de confiance et de données, c'est ça qui fait que le projet devient possible, et c'est ça qui fait qu'ensuite, euh, l'agilité, qui est le Graal, le but ultime de la démarche, se met en œuvre effectivement dans un laps de temps très court. Jean-Rémy Gratadour. Alors oui, vous soulignez tout le travail en amont d'un projet data, mais on sait aussi qu'un projet data ne réussit que quand il y a appropriation de l'application par les utilisateurs. Comment en si peu de temps, comment avez-vous fait pour susciter cette adoption des utilisateurs finaux? Et on a vraiment travaillé en étroite relation avec eux. D'abord, une fois encore, on s'est appuyé sur des relais métiers qui sont exceptionnels et qui ont vraiment, je dirais, fait le job sur le terrain. Mais ensuite, s'agissant de la relation qui pouvait exister entre le terrain et l'équipe data, la clé, c'est vraiment tout simplement qu'ils puissent travailler ensemble. C'est l'agilité au-delà de la méthode. Il y a avant tout un état d'esprit et la capacité à pouvoir réunir dans un même environnement une équipe de développement en mode commando avec des utilisateurs terrain de manière qu'il y ait le moins de filtres possible. Et donc dans un grand groupe, il faut qu'on puisse recréer cet environnement très rapidement. Donc très vite, je dirais sans même parler de méthodologie théorique, on a réussi à mettre autour de la table les interlocuteurs terrain dans les filiales, l'équipe commando constituée de ressources internes, data à même de développer le produit, et puis on a développé le produit ensemble. Et donc j'ai presque envie de dire l'adoption sur le terrain, et elle a assez naturellement découlé du fait que ce qu'on a livré, c'est ce qu'on avait construit ensemble. J'ai envie de dire qu'à partir de là, l'enjeu de formation ou d'appropriation, il était là aussi presque anticipé d'avance dans la manière dont on a conçu ensemble ce qui avait vraiment du sens sur le terrain. Olivier Ursel, est-ce que cette solution vous a permis de réduire, de limiter les effets de la crise? Ah oui, l'impact a été considérable. L'impact peut être chiffré de manière extrêmement simple. On partait d'une situation dans laquelle on avait, comme je l'évoquais, 200 000 clients en attente et 200 000 véhicules sur des parkings. Et on a pu, grâce à cet outil, de manière absolument évidente, satisfaire 10% de ce volume. On parle donc de 20 000 clients, on parle de 20 000 véhicules, et donc je dirais qu'à l'échelle d'un projet, qu'on a mis en œuvre en 10 jours et qui par la suite nous a accompagnés dans quelques semaines qui ont vraiment été les semaines de la crise, 20 000 véhicules, 10% de l'enjeu qui était l'enjeu phare dans l'entreprise à cet instant-là, c'est un succès considérable. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité présenter ce projet, c'est-à-dire que bien sûr on a des projets entre guillemets dans le monde industriel qui est le nôtre, on a des projets entre guillemets plus classiques dans le monde du manufacturing, dans le monde de la conception, dans le monde de la qualité, mais il nous a semblé important de présenter ce projet-là parce qu'in fine, c'était intéressant pour nous de constater que dans une situation de crise et dans un environnement chaotique,
eh bien le projet qui a de facto créé le plus de valeur pour l'entreprise, c'était pas un projet qui était au roadmap, mais c'était un projet qui a répondu à une attente business immédiate et évidente et vis-à-vis de laquelle on a pu constater que les équipes avaient mis en œuvre ce qui était nécessaire et suffisant pour qu'on puisse y répondre. Jean-Rémy Gratadour, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention sur ce projet? Alors à la fois la rapidité, le fait qu'il y a tous les éléments de succès d'un projet, on voit toutes les séquences qui s'articulent à un rythme accéléré, donc c'est quelque chose d'assez rare et pour le coup assez spectaculaire. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en même temps que ce projet a été fait, est-ce que vous avez réussi du coup à identifier une réplicabilité possible de ce projet sur d'autres applications de supply chain et pour faire que finalement ce projet se diffuse en interne et serve d'autres applications de matching de la supply chain ou d'autres services de l'entreprise. Alors on a effectivement des suites à ce projet naturellement dans le domaine de la supply, mais on en a aussi dans le domaine de la transformation de la distribution du groupe. Dans le domaine de la supply, ça a ouvert des portes vers des réflexions qui sont pour le coup des réflexions scientifiques passionnantes et qui sont comment, quand on parle d'intelligence artificielle, on peut travailler sur des réactions, des événements qui sont par nature chaotiques, alors même que le cœur de la prédiction et des modèles qu'on entraîne, c'est précisément de s'entraîner sur des historiques de temps qui sont longs. Donc je dirais c'est le cœur de ce qu'on fait. Et puis en pratique, on se rend compte que l'enjeu business essentiel, précisément, eh bien, il n'est pas dans ce cadre-là. Et c'est exactement ce à quoi on a été confronté. On n'est plus pour le cas dans un cycle de prédiction qui est un cycle long et sur lequel on a pu entraîner des modèles, mais on est exactement dans un cas de figure dans lequel j'ai envie de dire les modèles ne fonctionnent plus. Et donc ça ouvre évidemment des réflexions très intéressantes avec les gens de la supply. Et pour le coup, on est au cœur à la fois de sujets qui sont réellement des sujets de recherche fondamentale en matière d'intelligence artificielle. Et donc, on a aujourd'hui, y compris au sein de thèses qui sont encadrées au sein du groupe, des réflexions sur ces sujets-là. Et on essaie de faire en sorte que ces réflexions, eh bien, elles trouvent un écho de manière très opérationnelle avec les équipes sur le terrain. Ça, c'est, je dirais, le développement dans le domaine supply. Et puis ensuite, on a des développements en dehors de la supply, mais on a des développements très importants dans le domaine de la transformation de la distribution du groupe. Vous savez que donc dans le monde automobile, la distribution traditionnelle sur laquelle aujourd'hui les constructeurs automobiles travaillent passe par les groupements de concessionnaires. Et en pratique, au sein de ces groupements de concessionnaires, on pousse un canal qui est une disruption majeure pour nous aujourd'hui, évidemment, qui est la vente digitale. Comment est-ce qu'on peut également distribuer des produits aussi complexes que des véhicules sur un canal digital. Et à partir de là, l'algorithme qu'on a mis en œuvre, eh bien, il a évidemment tout son sens, puisque si on est capable d'accompagner un client dans son acte de vente, dans son acte d'achat, de telle manière qu'on soit susceptible, au fur et à mesure que son acte d'achat se concrétise, qu'on soit en mesure de l'accompagner et de lui proposer des véhicules qui sont possiblement des véhicules déjà en stock, et bien évidemment c'est tout bénéfice pour le client, parce qu'il aura un véhicule qui correspond à ses attentes, à ses aspirations, et en réduisant les délais de fabrication, et puis c'est également tout bénéfice pour le concessionnaire et pour l'entreprise, parce qu'on optimise évidemment largement la gestion des stocks. Et donc là on est sur un enjeu business qui est passionnant, qui n'est pas qu'un enjeu data, mais qui est un enjeu de transformation majeure, de transformation business majeure pour le groupe, mais on est aussi sur un enjeu technique scientifique qui est majeur, puisque pour le coup, il faut être capable de faire du prédictif, puisqu'il faut être capable d'anticiper ce que va être la demande client au moment même où elle se construit. Et donc, il faut faire du prédictif, et puis il faut ensuite exploiter l'algorithme dont on a parlé et l'ensemble des stocks disponibles en temps réel. Donc, on est sur un enjeu business majeur et on est sur un enjeu scientifique passionnant. Olivier Ursel, une question via le chat. Que faudrait-il faire pour obtenir un match véhicule client pour 10% supplémentaire? Il faudrait probablement rentrer beaucoup plus finement, ou en tout cas aller encore un cran plus loin dans cette notion d'appariement approximatif, de fusil match que j'évoquais. C'est-à-dire que je dirais il n'y a pas de limite à l'algorithme qu'on a développé pour autant qu'on soit susceptible d'élargir le terrain de jeu. Et donc le terrain de jeu, il est très clairement qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qui peut faire du sens vis-à-vis du client, qu'on est susceptible de lui proposer, qui soit à la fois disponible et qui puisse répondre à une attente. Alors, au départ, on a uniquement des matchs parfaits, et puis je dirais, on met en face de tous les clients qui sont en attente, tous les véhicules qui sont disponibles. Ensuite, on essaie d'être beaucoup plus fin. On essaie de trouver la bonne voiture pour le bon client, ce qui, là aussi, pose des problèmes techniques compliqués, puisque il faut tenir compte de la géolocalisation de la voiture, et donc on est très vite sur des problématiques algorithmiques de calcul de distance qui sont complexes. Et puis ensuite, eh bien, il faut être très fin sur
qu'est-ce qu'on propose comme écart possible? Alors dans un premier temps, je dirais qu'on se limite à des choses un peu théoriques. On dit bon bah voilà, s'il y a une option d'écart, ça suffit. S'il y en a deux, c'est trop. Mais très vite, il faut être ensuite beaucoup plus fin. Quelles sont les options qui potentiellement peuvent être acceptables au vu du client? Quelles sont celles qui ne le sont pas? Il y a aussi évidemment une logique économique dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut potentiellement offrir au client ou pas? Et donc on rentre dans des choses qui sont très fines, qui deviennent très complexes à paramétrer et qui là, pour le coup, nécessitent aussi énormément d'échanges avec nos interlocuteurs terrain, avec le marketing.